ont découvert assez rapidement que ce vin devra ensuite être transformé dans une cave, et l'idéal, c'est quand la cave est faite avec les mêmes roches que le terroir, c'est-à-dire que le vin, en vieillissant, va retrouver la même ambiance que les racines de la vigne. On a eu avec Lydia une expérience intéressante dans l'Arbois, un vigneron qui faisait des vins jaunes de l'Arbois, avec une cave voûtée dans les calcaires de l'Arbois, c'est ces fameuses marnes bleues de l'Arbois, et il a décidé d'agrandir sa cave. Et comme il était travaillait dans les bâtiments publics, il s'est agrandi sa cave en calcaire de Comblanchin de Bourgogne. Il n'a jamais pu faire de vin jaune dans une cave faite en calcaire de Comblanchin, parce que la levure qui permet de faire les vins jaunes ne peut pas se développer sur les calcaires de Comblanchin. Donc c'est très important. Pourquoi on fait les grands champagnes sont vieillis dans les caves en craie de champagne, tous les grands ouvrets sont vieillis dans les craies lituroniens, etc. L'idéal, c'est d'avoir Tokai et vieilli dans les caves, dans les tubes volcaniques de la région de Tokai. Donc la notion de terroir, elle va très loin, elle va jusqu'au vieillissement du vin dans les conditions de cave. Alors, le terroir va avoir plusieurs dimensions. Une dimension physique d'abord. Il faut que la structure du sol soit extrêmement aérée. Pourquoi? Parce qu'il faut évacuer l'eau rapidement pour que les racines puissent plonger. Le terroir n'est pas dans la surface du sol, le terroir est en profondeur. Alors, les records d'enracinement mesurés en Europe, 75 mètres de profondeur, ça montre la capacité qu'a la vigne de descendre extrêmement profond, et c'est dans ce sous-sol qu'elle va sortir les goûts de terroir. C'est jamais en surface. La surface est très homogène, et c'est pas ça qui donne les goûts de terroir. Alors, c'est ce que je vous disais, les graves dans le Médoc de Bordeaux, les calcaires fissurés de Bourgogne, les calcaires et les schistes fissurés d'Alsace, etc. Ensuite, une texture, c'est une granulométrie. Vous allez avoir des vins qui vont se développer plutôt sur des sols sableux, plutôt sur des sols argileux. Et le travail que nous avons fait avec Lydia, c'est qu'on a montré qu'une des dimensions fondamentales dans la notion de terroir, c'était les argiles. Dans les argiles, on a ce qu'on appelle une capacité d'échange en cation, c'est-à-dire une capacité d'échanger des ions avec la vigne. Et donc, on ne s'est pas contenté dans nos travaux avec Lydia d'étudier les pourcentages de sable, de limon et d'argile. Nous avons étudié le type d'argile qu'il y avait dans les sols de vin à travers le monde. Et nous mesurons, nous caractérisons les argiles par ce qu'on appelle les surfaces internes. Les argiles sont des minéraux très particuliers qui sont cristallisés exactement comme les feuilles d'un livre. Vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'un livre a une grosse information à l'intérieur. Eh bien, c'est entre ces feuillets d'argile, ces cristaux très spéciaux, que vont venir se stocker les ions, le potassium, le magnésium, le calcium, qui provient du terroir. Et on est capable, dans notre laboratoire, nous mesurons ce qu'on appelle la surface interne des argiles. Et cette surface interne varie énormément. Pour vous donner une idée, les argiles qui ont les plus faibles surfaces internes ont une surface interne de 30 mètres carrés par gramme. C'est-à-dire, je prends 1 gramme d'argile, j'étale tous ces feuillets, je trouve 30 mètres carrés, et ça va aller jusqu'à 800 mètres carrés par gramme. Et donc Lydia va vous expliquer comment on a pu confirmer les travaux des anciens sur cette approche des argiles. Après la dimension physique, vous avez la dimension biologique dans le sol. Dans le sol, vous avez 3 groupes d'organismes qui vivent. Les racines, on ne les voit jamais, mais elles sont. Il y a beaucoup plus de racines sur une vigne que de parties aériennes. Vous avez la faune et vous avez les microbes. Alors on va commencer par la faune. Lorsque la vigne va perdre ses feuilles, ou lorsque vous faites la taille et que vous broyez, il y a des animaux qui vont venir manger ces feuilles, ces rameaux. Ils vont faire des excréments, ce qu'on appelle les boulettes fécales. Et c'est sur ces boulettes fécales que les champignons vont venir transformer cette matière organique en humus. Donc quand on regarde comment fonctionne un sol, c'est à la surface du sol que l'humus va se créer. On va regarder un peu les espèces qu'il y a à la surface du sol. Vous avez d'abord les colamboles, qui vont manger toutes les parties tendres du feuillage. Vous voyez, c'est une famille très variée. Il y en a qui ressemblent à des pucerons, d'autres à des crevettes. Population de colamboles en forêt, jusqu'à 4 milliards d'individus à l'hectare. Il y a beaucoup de sols de vigne où on n'en trouvera plus du tout, parce que les gens ont abusé de pesticides et ont tué cette faune. D'où la mauvaise l'accumulation, à ce moment-là, des feuilles mortes et des bois qui ne se décomposent plus. Vous avez ensuite les acariens qui vont attaquer les parties plus dures du feuillage. Pareil, sous forêt, 3-4 milliards à l'hectare. On en trouve toujours en vigne, ils sont plus résistants aux pesticides que les colamboles. Enfin, vous avez les animaux qui vont manger vos bois de taille. Si vous broyez vos bois de taille à la surface du sol, eh bien, ces animaux-là, on appelle les myriapodes, ont des mandibules très solides et vont être capables de vous décomposer.
Vous avez aussi des crustacés, en haut à gauche, les cloportes, et puis dans le sol, il y a des prédateurs qui mangent. Il se passe dans le sol la même chose qu'à la surface du sol, il y a des mangeurs et des mangés. Et puis enfin, des vers qui vont finir de peaufiner cette matière organique, de la réduire encore plus finement, pour permettre aux champignons de travailler. Et quand on regarde un sol qui est en bon état, qui n'a pas été détruit par des produits, eh bien on a à la surface du sol, en haut à droite, vous avez une photo de ce qu'on appelle l'horizon des boulettes fécales, l'horizon des excréments de cette faune. Et quand on la regarde à la loupe binoculaire en haut à gauche, vous voyez que c'est comme un empilement de billes. C'est-à-dire que tous ces excréments vont créer une énorme porosité et qui vont permettre à l'eau et à l'air de rentrer dans le sol, et donc à la racine qui a besoin d'eau et qui a besoin d'air, de descendre en profondeur. Si vous tuez toute cette faune, le sol va se refermer, utilisé comme des herbicides, le sol se referme, et qu'est-ce qui va se passer? Les racines vont remonter. Et donc, il va y avoir des enracinements profonds, et vous retrouvez des enracinements de superficie. Pour la vigne, il y a un double enracinement, un premier enracinement horizontal qui se met sous cette couche de matière organique. Alors, on peut se demander pourquoi les arbres, pourquoi les plantes pérennes, les arbres et les vignes ont ces racines horizontales. C'est qu'au printemps, les bactéries vont attaquer l'humus fabriqué par les champignons en automne, et en attaquant, ils vont libérer du nitrate, du phosphate, du sulfate, qui vont être entraînés par l'eau de pluie vers les racines horizontales, et qui vont donc nourrir la vie. Et c'est pour ça que depuis la nuit des temps, les anciens détruisent ce réseau superficiel. Ça, c'est très extraordinaire, c'est la seule et unique plante pérenne dont l'homme détruit les racines superficielles. Vous ne verrez jamais un arboriculteur, quelqu'un qui cultive des pommes, ou des poiriers, ou des cerisiers, casser ce réseau superficiel. Il n'y a qu'une seule plante qui en fait ça, c'est la vigne. Et pourquoi? Parce que les anciens très vite ont compris que s'ils détruisaient ce réseau superficiel, la vigne ne serait pas nourrie par cette couche d'humus qui est très homogène, mais elle serait uniquement nourrie par ses racines profondes, qui, elle, va donner le goût de terroir. C'est pour ça que souvent, une fois, je me souviens dans une revue viticole, il y avait un ingénieur de l'INRA qui avait dit les bourguignons sont des ayatollahs du travail de la vigne, du travail du sol de la vigne. Oui, on dit que ne prenez pas les anciens pour des gens masochistes qui avaient envie de se casser les reins à détruire les racines superficielles de la vigne. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient envie d'être cassés en deux à l'âge de 50 ans. Ils l'ont fait parce que ça améliorait la qualité des vins. Ensuite, la vigne, elle a un deuxième enracinement qui va plonger, va descendre dans le sous-sol entre les cailloux, va attaquer le caillou avec les acides organiques qu'elle secrète, les racines secrètent les acides qui vont détruire la roche et vont la transformer en argile. Donc l'argile se forme en profondeur et l'humus se forme en surface. À cette profondeur, vous avez des racines qui meurent, et heureusement, il existe des animaux dont le travail va être de nettoyer toutes ces racines mortes pour permettre aux racines profondes d'envahir. Donc vous avez, par exemple, vous retrouvez des colamboles, et des espèces de profondeur, vous retrouvez des acariens. En bas à droite, par exemple, le carabodès, on ne le retrouve que dans les crêtes de Champagne, on ne trouve nulle part ailleurs. Donc il y a une spécificité de cette faune en 2G, vraiment spécifique de chaque terroir. Vous avez des vers très particuliers, toute une faune, dont le travail va être de nettoyer ces racines mortes. Et quand on arrive au contact de la roche-mère, on travaille comme nous le faisons avec Lydia avec les microscopes, eh bien on voit que le sol est couvert, la roche-mère est couverte d'excréments de cette faune qui va donc nettoyer toutes ces racines mortes et permettre à cette vie d'être recyclée. Donc l'humus est fait en surface, l'argile au fond, le sol c'est un complexe argilo-humique. Comment argile et humus vont se mélanger? Grâce à une faune que vous connaissez tous, vous l'avez tous observé, c'est les vers de terre, ce qu'on appelle la faune anécique. C'est des vers de terre qui ont des galeries verticales et qui, toutes les nuits, viennent chercher de la matière organique, vident leur intestin pour former ce qu'on appelle un turicule, redescendent et mélangent constamment argile et humus. Donc vous avez une espèce de grosse taille. En haut à gauche, vous avez dans le terroir du Jurançon, Sclerotheca gigas, qui est un ver de terre qui fait 1 mètre de long, qui est capable de tirer toutes ces galeries des tiges entières de vigne. Et puis le plus courant, c'est l'Ombricus terrestris à droite. Alors en haut, un en bonne santé, en bas, un sur une vigne qui est désherbée chimiquement, puis il devient tout blanc, il n'arrive plus à se déplacer, il est vraiment malade. Et en bas à gauche, les turicules que ces animaux vont remonter. Donc constamment, ces animaux vous remontent la magnésie, le calcium, le potassium, ils vous remontent constamment les éléments à la surface de votre sol et évitent que ces éléments soient lessivés vers les nappes phréatiques.
Voilà le type de galeries que font ces animaux et qui seront ensuite empruntés par les racines de la vigne pour descendre en profondeur. Deuxième groupe d'organismes dans le sol, les racines, très mal connu, très mal étudié, parce qu'il faut faire des trous pour étudier les racines, c'est beaucoup plus compliqué à étudier que les parties aériennes. Et ce que nous avons montré avec l'IDA depuis 25 ans, c'est que l'enracinement va dépendre dans la façon dont le vigneron va préparer son sol avant une plantation. Donc si vous faites par exemple en haut à gauche, voilà deux vignes qui ont exactement le même âge, elles ont 3 mois. À gauche, la personne a passé un ripper, c'est-à-dire elle a défoncé son sol, parce que les hommes pensent qu'en défonçant le sol, ils vont favoriser l'enracinement. Et regardez ce qui se passe sur la vigne à gauche, toutes ces racines remontent vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'elles ont plus d'oxygène, le sol a été compacté par la machine, or la racine a besoin d'oxygène, et donc toutes les racines remontent. Ça c'est une vigne, je vous garantis qu'à 25 ans, vous allez l'arracher, elle sera foutue. Elle va vivre des stress hydriques tous les ans, parce qu'elle ne peut pas s'enraciner en profondeur. À 25 ans, vous pouvez l'arracher. Dès qu'on va arracher cette vigne, à l'âge où elle commence à faire des grands vins. À droite, c'est les techniques que nous utilisons, nous préparons les terroirs en plantation avec des plantes et non pas avec des machines. Les plantes qui ont des enracinements très profonds. Regardez cette vigne qui a 3 mois comme l'autre, elle a des racines qui font 90 cm de profondeur dans le sol, seulement au bout de 3 mois. C'est une vigne, quand elle est en bon état, elle doit faire 1 cm par jour descendre au profil. Selon le travail du sol, voilà maintenant des vignes qu'on arrache. Pour vous donner une idée, en Europe, la moyenne d'enracinement du vignoble entre 1900 et maintenant est passée de 3,50 m de profondeur à moins de 50 cm. Peut-être que maintenant, arracher une vigne, c'est extrêmement facile. Toutes les racines se baladent en surface, donc on n'a plus ces expressions de terroir qu'on avait avant. Les herbicides, catastrophe, puisque vous détruisez toute la végétation, donc il n'y a plus de faune, plus d'oxygène. Regardez, donc là on est sur un vignoble qui est désherbé sur le rang, enherbé entre les rangs. Vous pouvez remarquer que donc il y a la photo, c'est juste au moment, si vous voulez, le trou a été fait au niveau de l'herbe, de l'enherbement. Vous pouvez remarquer que les racines, là où c'est désherbé, sortent presque de terre. Et quand elles arrivent au niveau de l'enherbement où il y a de l'oxygène, elles se mettent à plonger. Donc vous imaginez que quand vous désherbez toute la surface, vos racines vont toutes se balader en surface, vous n'aurez plus d'enracinement profond et vous aurez des vignes qui ne vont pas vivre vieux, à 20-25 ans, elles seront mortes. On voit même carrément les racines, quand des gens, on a beaucoup travaillé sur des vignes anciennes qui ont été désherbées dans les années 70-80, on voit carrément les racines qui meurent. Les racines de profondeur meurent toutes et la vigne ne garde que des racines à la surface. Alors, selon le terroir, les racines vont être soit droites, soit tortueuses. Les grands terroirs, ce sont les sols qui font des racines tortueuses. Vous avez à gauche le terroir de Beaucastel, donc à Châteauneuf-du-Pape, une tortuosité remarquable, que ce soit en haut dans les galets ou que ce soit en bas dans les calcaires, la vigne a une tortuosité très forte, donc un grand contact avec son terroir, donc un goût de terroir qui va s'exprimer. Et puis, vous voyez à droite, des vignes tout droites, des racines tout droites, horizontales, c'est pas avec ce type de racinement que vous ferez un vin de terroir. Alors les vignes sont des plantes pérennes qui n'ont pas de poils absorbants, contrairement au blé, contrairement aux plantes annuelles, et elles sont obligées de s'associer avec des mycorhizes. Les mycorhizes sont des champignons qui vivent en symbiose avec les racines de la vigne et qui vont lui fournir la nourriture. Et c'est une symbiose, la vigne donne du sucre à la mycorhize et la mycorhize vient lui donner les éléments. Et l'avantage de la mycorhize, c'est qu'elle va descendre, elle va suivre le système racinaire. Elle va être capable de pomper les éléments de profondeur. Alors voilà une vigne normale, une vigne bien mycorhizée. Donc quand on la regarde au microscope, chaque cellule de la racine est envahie par un arbuscule mycorhizien. Et puis hélas, voilà les images que nous voyons, je dirais majoritaires dans le vignoble mondial. Il n'y a plus qu'une seule mycorhize à l'intérieur des racines parce qu'on a utilisé trop de fongicides, en particulier les fongicides systémiques. C'est une catastrophe le systémique puisque ça va envoyer le fongicide jusqu'aux racines et ça va vous détruire le système mycorhizien. L'avantage du cuivre, c'est que lui, il n'est pas systémique. Il va protéger la vigne contre le milieu, mais il ne va pas aller détruire la mycorhize qui est en profondeur. Pareil pour le soufre. Le soufre va bloquer l'oïdium, mais il ne descendra pas détruire les mycorhizes qui est en profondeur. Quand vous utilisez un fongicide systémique, vous allez détruire votre système mycorhizien. Donc les relations avec le terroir vont être extrêmement affaiblies. Donc voilà, en microscopie, il y a des mycorhizes dans les racines de vigne. Donc elles ont un rôle extrêmement important, elles absorbent l'eau, elles absorbent les minéraux, elles protègent, puisque ce sont des champignons, sécrètent des antibiotiques, elles protègent la racine contre les attaques de pathogènes, elles lui permettent de résister au stress,
parce que quand on fait des mesures de longueur de mycorhize, ça augmente la longueur des racines par 400, ça permet à la ligne d'explorer beaucoup mieux son sous-sol. Donc ça a plein de rôles extrêmement positifs au niveau de l'absorption. Troisième groupe d'organismes, bon, les mycorhizes en font partie, mais les microbes du sol qui eux vont nourrir la vie. Alors il faut savoir qu'une plante ne peut pas manger dans le sol, on est incapable, strictement incapable, et comme nous si on n'avait pas de microbes dans notre intestin, nous ne pourrions pas manger. Le travail des microbes du sol, ça va être de rendre les éléments du sol solubles dans l'eau pour que la vie puisse les absorber et se nourrir dans l'eau. Alors comment les microbes font pour rendre un élément soluble dans l'eau? Ils vont le mettre sous forme ionique. Qu'est-ce que c'est qu'un ion? C'est un élément qui va avoir une charge soit négative, soit positive, et qui pourra donc se mettre en solution dans l'eau, puisque l'eau possède à la fois des charges négatives et des charges positives. Eh bien, le travail des microbes, ça va être de fabriquer des charges négatives. Pour cela, ils utilisent deux voies biochimiques, la voie de l'oxydation. Il y a trois éléments qui, à l'état oxyde, deviennent solubles. C'est l'azote, qui est oxydé par les microbactères en nitrate, NO3-, négatif, soluble dans l'eau, absorbable par la vie. Vous avez le soufre, qui va être transformé par les sulfobactéries en sulfate, SO4, 2 fois moins, soluble dans l'eau, absorbable par la vie. Et enfin le phosphore, transformé par les mycorhizes en phosphate, PO4, 3 fois moins, soluble dans l'eau et absorbable par la vie. C'est les seuls éléments du sol qui, à l'état oxyde, sont solubles. Tous les autres, à l'état oxyde, sont précipités. Le fer, par exemple, qui donne la couleur brune à nos sols, à l'état oxyde, c'est FeO3. FeO3, c'est la rouille, totalement insoluble. La vie ne peut pas le manger. Et je peux vous montrer des vignes sur des sols rouges, que ce soit en Bourgogne, que ce soit dans le sud de l'Europe. 40C, elles sont chlorosées, donc jaunes, alors qu'elles ont les racines dans le fer. C'est pas que le manque de fer, le sol est rouge, donc il vous indique qu'il est très riche en fer, mais comme il n'y a pas d'activité biologique, ben la vigne va chloroser dans un milieu où en fait il y a beaucoup de fer. Alors après, on va se lancer dans des porte-greffes résistantes à l'altératif, non, c'est pas une question. Il faut que le sol soit vivant pour que la vigne puisse bénéficier du fer. Alors comment les microbes rendent ces éléments solubles? Ils vont faire une réaction très complexe qu'on appelle la chénation. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le ligo-élément et vont l'attacher avec un acide organique qu'ils vont synthétiser pour former un complexe oligo-élément acide organique qu'on appelle un chénat. Par exemple, dans le cas du fer, les microbes vont faire du succinate de fer, citrate de fer, tartrate de fer. Ça va dépendre du type de terroir et du type de microbe que vous avez dans votre sol. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que vous voyez qu'il y a, pour rendre l'élément assimilable, qu'est-ce qu'ils font les microbes? Ils fixent de l'oxygène sur l'élément. 3 atomes d'oxygène sur l'azote, 4 atomes d'oxygène sur le soufre et le phosphore, 2 atomes d'oxygène par chélate. Pour fixer l'oxygène, il faut que le sol soit comment? Aéré. Qui aère le sol? La faune. Donc quand vous mettez des produits toxiques, vous mettez des herbicides, vous tuez la faune. Plus d'oxygène, plus d'alimentation de la vigne par son terroir. Et à ce moment-là, vous allez acheter des engrais, sauf que les engrais ne viennent pas de votre terroir, c'est des entreprises mondiales qui fabriquent les mêmes engrais NPK, et vous allez avoir des vins qui vont tous se ressembler, qui vont devenir des vins technologiques. Et on sera plus capable de les reconnaître à la dégustation. On pourra dire, voilà, ça vient de tel énologue, de telle personne, et on va lui dire de quel terroir il vient. Si vous voulez reconnaître gustativement votre terroir, il faut absolument que votre sol soit vivant. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un sol vivant? 1 gramme, je prends juste 1 gramme de sol. 10 000 à 100 millions d'actinomycètes, 10 millions à 10 milliards de bactéries, 100 à 10 000 algues, 1000 à 1 million de protozoaires, puis 10 000 à 1 million de germes de champignons. Donc, vous voyez, juste dans 1 gramme. Si on pèse tous ces microbes, ça fait 2 à 3 tonnes à l'hectare. Ils ont une énergie biochimique qui est 350 fois supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que si on regarde l'énergie biochimique des microbes, c'est l'équivalent de 1000 tonnes d'êtres humains par l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique de la planète. Et l'agronomie moderne fait du hors-sol, ne s'intéresse plus à ces microbes qui sont fondamentaux, puisque c'est eux qui vont permettre de donner un goût à votre vin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très obsédé par les parties aériennes de la vigne. Il faut savoir que la vigne, dans l'atmosphère, elle prend la quantité. Elle ne prend pas la qualité. La qualité, c'est le sol qui va la donner. Elle va prendre la quantité. L'atmosphère, c'est l'estomac de la plante, en fait, c'est sa feuille, c'est pas ses racines.
dans l'atmosphère, la vigne va prendre 94% de sa matière sèche. Et pourtant, elle n'a pas prélevé que 3 atomes, le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Le carbone et l'oxygène font 90% du poids de la plante et proviennent d'un gaz qui s'appelle le gaz carbonique qui, en contact avec le soleil sur la chlorophylle de la feuille, va être transformé en sucre. C6H12O6. C'est ce sucre qui va vous permettre de faire de l'alcool. Mais attention, juste de l'alcool. La canopée, c'est une usine à alcool, c'est pas une usine à parfum. C'est-à-dire que quand on décide de se lancer dans des canopées énormes de plusieurs mètres de haut pour pouvoir faire plus de sucre, vous faites de l'alcool, mais vous ne faites pas de la subtilité, vous ne faites pas des arômes. Alors le troisième élément, c'est l'hydrogène, qui lui vient d'eau de pluie. L'eau de pluie, avec l'énergie du soleil, pendant la réaction de photosynthèse, va être décomposée en oxygène que nous respirons grâce aux plantes, c'est elles qui nous donnent l'oxygène que nous respirons, et en hydrogène qui va rentrer dans les sucres. Donc la photosynthèse, c'est gaz carbonique plus eau, donne oxygène plus sucre. C'est la quantité, ça c'est la quantité, c'est pas la qualité. La qualité, elle va venir du sol. Le sol, c'est pas grand-chose, hein. C'est 6% de la matière sèche d'une plante, mais attention, 24 atomes. Rien à voir, c'est pas du tout une alimentation quantitative. L'atmosphère, c'est 3 atomes, carbone, oxygène, hydrogène. Le sol, c'est 24 atomes. Et ces atomes, ils vont servir à quoi? Bien, ils vont permettre de faire rentrer tous les oligo-éléments par les microbes, oligo-éléments qui vont être les cofacteurs des enzymes qui vont synthétiser les arômes. Souvent, nous, on reçoit des critiques comme ça, on nous dit « Ah oui, mais les bourguignons vont raconter des bêtises, tous les arômes du vin sont des composés carbonés, donc ça vient de la photosynthèse. » Effectivement, c'est le carbone de la photosynthèse. Mais pour synthétiser un arôme, il faut des enzymes. Et les enzymes, c'est quoi? Ce sont des protéines à cofacteurs métalliques. Vous avez les enzymes à sélénium, les enzymes à manganèse, les enzymes à magnésium, etc., qui vont synthétiser les arômes et qui vont faire que votre vin ne ressemblera pas au vin du voisin. Parce que votre sol a un certain pourcentage de sélénium, de manganèse, de zinc, et c'est ça qui va faire le goût de vos vins. C'est-à-dire que c'est ces enzymes bien particuliers, par exemple Morgon, c'est un granit à manganèse, et quand il n'est pas sur un sol détruit à l'herbicide, le Morgon, il a un goût de manganèse. Le manganèse sert de cofacteur aux enzymes qui synthétisent le goût particulier du Morgon. Quand vous allez sur l'Antinier, vous êtes sur des granites à fluor, vous allez avoir d'autres enzymes qui vont utiliser le fluor. Voilà, je vais laisser maintenant Lydia vous expliquer un peu le travail que nous faisons. Donc elle va commencer par les terroirs que nous avons étudiés en France, puis on verra ensuite l'Italie, puis ensuite l'Espagne. Donc je laisse la place. Merci pour votre attention.